Et voici, en 2 mots, ce que dit Donald Trump. Quand même, il y va pas avec le dos de la cuillère. Zelensky est un président complètement incompétent. Il fait des déclarations ridicules. Son leadership a permis la guerre de continuer. Il n'a pas eu, vous venez de la rappeler, il n'y a pas eu d'élection en Ukraine depuis longtemps. Ça ne va pas. Zelensky ne sait pas. Il l'a dit lui-même d'ailleurs. Oui, je pense qu'on peut le dire. On ne sait pas encore comment elle va se terminer exactement, ni quand, mais il y a un pas décisif qui a été entrepris. C'est, comme vous l'avez très justement dit, c'est les Américains et les Russes se parlent. Et c'est la première fois depuis 3 ans qu'on considère qu'il est possible de parler aux Russes. Et ça, c'est évidemment un pas déterminant. Et puis, il y a eu la réunion de Riyad. Aujourd'hui, Jacques Beau, on est dans une situation totalement différente. Je rappelle très rapidement pour nos éditeurs que depuis hier, et ça faisait 2 ans que ça n'était pas arrivé, la Russie et l'Amérique parlent face à face, c'est-à-dire d'un côté avec Lavrov, l'inexpugnable ministre des Affaires étrangères russe, avec Marco Rubio, 4 février 2022. Cela fera 3 ans. 3 ans, le 24 février 2025, cela fera 3 ans que les armées russes ont envahi l'Ukraine. Et avec le résultat que l'on sait, et beaucoup de choses ont changé. Et depuis 1 mois, la situation s'est renversée. Jacques Beau, bonjour. 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 Jacques Beau, ça fait quelque temps, presque 3 ans que nous discutons de la guerre Russie-Ukraine ensemble, ici avec Sud Radio, et nous vous accueillons toujours avec plaisir parce que vous avez été l'un des premiers, sinon le premier en tout cas, à dire certaines choses qu'à l'époque étaient peu dites sur le rapport des forces, sur le réel, alors qu'on avait tendance ici et là, et je ne parlerai pas de certaines chaînes ou autres, à faire un merveilleux rideau de fumée sur ce qui se passait vraiment. Avec vous, ça n'a pas été le cas, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais aujourd'hui, Jacques Beau, on est dans une situation totalement différente. Je rappelle très rapidement pour nos éditeurs que depuis hier, et ça faisait 2 ans que ça n'était pas arrivé, la Russie et l'Amérique parlent face à face, c'est-à-dire d'un côté avec Lavrov, l'inexpugnable ministre des Affaires étrangères russe, avec Marco Rubio, le nouvel arrivant au secrétariat d'État des USA. Ça parle, ça a l'air d'avancer, en tout cas les amabilités l'emportent sur les Orions. En même temps, à l'Élysée, Emmanuel Macron recevait hier un aréopage de 6 à 7 chefs d'État, avec Ursula von der Leyen et le représentant de l'OTAN, pour dire, écoutez, il faut qu'on fasse quelque chose, ça ne peut pas continuer comme ça, on doit être présent, on réclame au moins un strapontin. Malheureusement, apparemment, ça ne marche pas comme ça. Zelensky, lui aussi, s'agite de son côté, et je veux dire que Donald Trump n'a pas envers Zelensky les yeux de Chimène pour le CID, ça c'est très clair. Tout ça est une situation qui a complètement changé. Alors Jacques Beau, première question, est-ce qu'on est vraiment au commencement, et je dirais plus qu'au commencement de la fin de cette guerre, ce qu'on peut dire aujourd'hui? Oui, je pense qu'on peut le dire. On ne sait pas encore comment elle va se terminer exactement, ni quand, mais il y a un pas décisif qui a été entrepris. C'est, comme vous l'avez très justement dit, c'est les Américains et les Russes se parlent. Et c'est la première fois depuis 3 ans qu'on considère qu'il est possible de parler aux Russes. Et ça, c'est évidemment un pas déterminant. Et puis, il y a eu la réunion de Riyad, Oui. hier, où des premières délégations de Russes et d'Américains ont pu, si vous voulez, mettre un peu des conditions cadres à la négociation, parce qu'on n'était pas encore dans la négociation, Oui. ils l'ont dit d'ailleurs eux-mêmes, mais on était dans l'établissement de conditions cadres d'une certaine manière. Mais il y a quand même un certain nombre d'éléments qui sont ressortis qui montrent qu'on avance sur ce dossier. La première, c'est qu'il y a une normalisation des relations entre la Russie et les États-Unis qui se met en place, Oui. c'est-à-dire une réouverture des ambassades et d'un dialogue diplomatique qui n'existait pas jusqu'à présent. Ensuite de ça, il y a l'établissement de groupes de travail
de chaque côté sur la question des négociations, ce qui est aussi un élément important. Et puis, il y a quelque chose qu'on n'a pas beaucoup évoqué dans la presse, mais qui est quand même assez significatif, c'est que les deux parties se sont mises d'accord sur le fait qu'il doit y avoir des élections en Ukraine Ouais. comme élément, partie intégrante, si vous voulez, du processus de paix. Donc on est vraiment, on commence à entrer dans la matière, si vous voulez, et puis avec des pas qu'on n'a jamais osé faire. Et d'ailleurs, comme vous l'avez évoqué, la réunion de l'Élysée avant-hier, Oui. par Emmanuel Macron, témoigne d'ailleurs de cette résistance de l'Union européenne. Il y a évidemment une résistance de l'Ukraine, ça on peut s'y attendre, mais la résistance de l'Union européenne, ou en tout cas de certains de ses membres, Oui. et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs Trump ne veut pas que ces gens fassent partie du problème, si vous voulez. Voilà, de la négociation. Et ça va très loin, très loin, Jacques Beau, parce que hier encore, Donald Trump, on se rappelait quand même comment Zelensky était reçu en Amérique, d'ailleurs en Europe, le héros de la résistance, le Churchill, selon certains. Et voici, pareil, en deux mots, ce que dit Donald Trump, quand même, il y va pas avec le dos de la cuillère. Zelensky est un président complètement incompétent, il fait des déclarations ridicules, son leadership a permis la guerre de continuer. Il n'a pas eu, vous venez de la rappeler, il n'y a pas eu d'élection en Ukraine depuis longtemps, ça ne va pas. Zelensky ne sait pas, il l'a dit lui-même d'ailleurs, ne sait pas où se trouve la moitié de l'argent que les États-Unis ont alloué à l'Ukraine. L'Ukraine devrait payer ou découvrir où est passé l'argent. La Russie est capable de détruire très rapidement 100% des villes ukrainiennes, y compris Kiev, mais ne veut pas le faire. Le conflit en Ukraine aurait pu être résolu, etc. Si j'avais été président, il aurait été résolu. Mais dites-moi, Jacques Beau, on a presque l'impression, je caricature à peine, que Trump se met à parler comme Poutine. Pratiquement. Non, il ne fait que constater une réalité. Il y a d'ailleurs une phrase que vous n'avez pas citée, mais qu'il a dite. Il a dit à Zelensky, il a dit, finalement, vous avez cette guerre, vous auriez pu l'arrêter bien avant, vous auriez pu l'arrêter il y a 3 ans, et vous ne l'avez pas fait. Et puis, c'est une guerre que vous n'auriez pas dû commencer. Ouais, mais attendez, je peux vous répondre, mais attendez, qui est entré le 24 février 2022 en Ukraine? C'est pas Zelensky. Oui, mais pourquoi? Oui, mais non, bien sûr, tout ça, on est d'accord, mais pourquoi? Ouais. Et c'est là où il y a eu, et c'est là où on est un peu prisonnier de notre narratif. Il y a eu une provocation de l'Ukraine. D'ailleurs, c'est pas pour rien. Quand on parle aujourd'hui de Pokrovsk et toutes ces zones qui sont fortifiées, qui ont été fortifiées dès 2021. Donc les Ukrainiens savaient très très bien qu'ils allaient s'engager dans quelque chose qui allait provoquer l'intervention russe. Ouais. Et on est exactement, d'ailleurs, les rapports de l'OSCE de l'époque témoignent de cette préparation. Et pas seulement les rapports de l'OSCE, mais également les fondations de George Soros en témoignaient. Donc, voilà, non, je ne pense pas que Trump répète ce que dit Poutine, mais il se base, à la différence des Occidentaux, il se base sur la réalité des faits. Et vous pouvez penser ce que vous voulez, est-ce que Poutine aurait dû attaquer, pas attaquer, on peut discuter cette chose-là. Toutefois, le fait est qu'aujourd'hui, la situation est telle qu'elle est, et il faut partir, si vous commencez à avoir une négociation, il faut partir de la réalité du terrain. Vous ne pouvez pas partir d'une réalité fictive que vous imaginez. Non mais ça, on est bien d'accord. Vous savez très bien que je ne l'imagine pas, que je ne suis pas sur cette position. Le réel frappe à la porte et c'est bon. Mais juste une chose, vous rappelez, et vous avez raison, vous avez rappelé ce qui s'est passé au moment de l'accord qui devait se passer en Turquie en mars-avril 2022, que effectivement, on ne va pas revenir là-dessus, que Boris Johnson est venu dire à Zelensky de la part de Biden, voilà ce qui se passe. Mais ce qui est étonnant, Jacques Beau, et je voudrais que vraiment vous faire réagir là-dessus, votre réflexion là-dessus, c'est que le contraste, quand même, le bouleversement entre l'attitude de l'Europe, qui est restée celle qu'elle est, et des États-Unis, où effectivement Zelensky, c'était le combat de notre civilisation contre l'envahisseur, contre Poutine égal Hitler et compagnie, et puis en un mois, ça m'émerveille, c'est pour ça que j'ai fait exprès de dire Trump parle comme Poutine, évidemment, c'est pas ça, mais c'est extraordinaire le changement de situation, en un mois quand même.
Mais vous comprenez, les États-Unis ont dit, et d'ailleurs Marco Rubio l'a répété à plusieurs reprises, ils agissent en fonction de leur intérêt national. Ouais. Alors, on peut discuter sur cet intérêt, mais c'est la perception de la nouvelle administration, quoi qu'il en soit. Ouais. Et dans cette perspective, les Américains voient leur intérêt national en priorité dans une lutte contre la Chine. Voilà. Et par conséquent, tous les conflits annexes qui se déroulent sont finalement à la fois des ressources, du temps et de l'énergie perdue. Et qui ne rapportent rien. Donc, si vous voulez, l'Ukraine, vue avec les yeux de l'administration Trump, c'est un conflit qui manifestement ne va pas évoluer dans le sens que les Européens, dont les Européens rêvent. Il n'y aura pas de victoire de l'Ukraine. On va continuer à assister à un effondrement progressif de l'Ukraine. Et par conséquent, il n'y a aucun intérêt du point de vue américain à continuer à s'investir dans un conflit qui va finalement rien changer, ni à la situation générale, parce que personne n'est dupe et personne ne pense sérieusement que les Russes vont commencer, après l'Ukraine, à s'attaquer à d'autres pays ou même à l'Europe. Oui, comme certains disent, ça y est, les Russes vont envahir l'Europe. The Russians are coming. Ouais. Oui, c'est totalement absurde. Alors que parallèlement, on dit qu'ils ont une économie qui fonctionne pas, qu'ils n'ont pas des chars qu'il faut. Enfin bref, on est dans le narratif. Les Américains sont pas dans le narratif, ils sont dans leur réalité. Alors, de nouveau, c'est leur perception des choses, c'est leur réalité. On peut la contester, mais ça explique ce changement de perspective. Le conflit en Ukraine était un peu le conflit personnel de Biden pour différentes raisons, probablement d'ailleurs dans la continuité de ce qui s'était passé de l'époque Obama. On a retrouvé d'ailleurs beaucoup d'acteurs comme Victoria Nuland, etc., qui étaient impliqués dans ce conflit. Donc, il y a une chose très personnelle. Et on l'a vu que pratiquement tout le mandat de Biden s'est concentré sur cette question ukrainienne, la lutte contre Poutine, etc. Trump n'est pas du tout sur cette ligne-là. Il est pour reconstituer, à tort ou à raison, hein, on peut discuter ça, mais son objectif, c'est de redonner la grandeur aux États-Unis. Et il voit comme principal obstacle à la mise en œuvre de cette politique la compétition que la Chine offre. Et par conséquent, pour les Américains, pour atteindre la priorité qu'ils ont définie, eh bien, il faut neutraliser la Chine. Donc, à tort ou à raison, hein, parce que je pense qu'on risque bien d'avoir d'autres problèmes par l'administration Trump avec la Chine, et puis on ne va pas sortir de cette hégémonie. Oui, ce que vous dites, Jacques Beau, c'est que les États-Unis y attendaient. Nous, on a à reconstituer un certain nombre de choses. Make America Great Again passe par la résolution de ce conflit qui ne nous apporte rien, et qui nous a beaucoup coûté, sans parler des pertes humaines, bien sûr. Jacques Beau, on reste ensemble. C'est très intéressant parce qu'on va parler du rôle et l'Europe. Et que devient l'Europe là-dedans? L'Europe qui a aussi joué son rôle, et à tort ou à raison, et on va le voir. Restez avec nous. Juste après cette petite pause, on continue cet inventaire de ce bouleversement actuellement à l'Est. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Marco Rubio discute avec Sergei Lavrov. Dans une semaine ou 10 jours, Donald Trump va parler en face à face avec Vladimir Poutine et l'Europe, et on en parle, et ça nous concerne tous évidemment, avec Jacques Beau, ancien colonel de l'armée suisse, analyste stratégique, et il faut lire tous les livres de Jacques Beau qui sont publiés aux éditions Max Milo sur cette guerre, notamment sur le terrorisme et tout le reste. Alors Jacques Beau, vous avez vu qu'on en a parlé d'ailleurs de la réunion qu'il y a eu en Europe autour d'Emmanuel Macron, mais il en prépare d'autres. Il va recevoir d'autres pays européens, et Emmanuel Macron qui dit voilà, je ferai d'ailleurs demain une série de réunions dans des formats bilatéraux et multilatéraux avec plusieurs autres États membres et des non-européens. Attention, il a dit, la Russie, a dit Emmanuel Macron, pose un danger existentiel. Je voudrais qu'on en parle de ce danger existentiel. Je ne parle pas de ce que dit Bayrou, effectivement. Alors tous y vont de leurs commentaires, bien sûr. Peskov, d'ailleurs, dit, mais il n'y a pas de problème si l'Ukraine veut rentrer demain dans l'Union européenne, mais pas à l'OTAN, évidemment pas à l'OTAN, et voilà. Tout cela est dit et redit.
Et en fait, l'Europe, en même temps, on le sent, ils le sentent eux-mêmes. On se dit, mais l'Europe, quel rôle y joue? C'est-à-dire que eux qui auraient dû être au milieu de la médiation, hein, même géographique, eh ben, ils sont massivement et de façon assourdissante absents. Jacques Beau. D'abord, on a très bien vu durant la conférence de Munich, ce qui est assez frappant, c'est de voir la surprise des pays européens par rapport aux différents discours qui ont été faits par les représentants américains, notamment J.D. Vance. Vance, oui. Donc, mais il y a eu Pete Hegseth avant à la rendez-vous, à la réunion de Rammstein, qui a suscité le même émoi parmi les Européens. Alors, ce qui est surprenant là-dedans, c'est que on sait que Trump est candidat à la présidence maintenant, en tout cas depuis une année. Il a été élu au mois de novembre, ça fait donc 3 mois maintenant, un peu plus de 3 mois. Et malgré tout cela, les Européens ne sont jamais adaptés ou n'ont jamais préparé un plan de bataille, si vous voulez, à la fois politique ou diplomatique. Oui, parce que Trump avait tout dit. Trump avait tout dit. On savait déjà tout. Depuis, ça fait une année qu'on sait exactement la position de Trump. Et à part peut-être quelques virgules qui ont changé de ci, de là, en gros, il a exactement la même position. Or, l'Europe ne s'est absolument pas préparée pour cette situation. Et des différentes propositions ou déclarations qui ont été faites à la conférence de Munich, on s'aperçoit que l'Union européenne n'a pas été en mesure d'apporter, je dirais, un plan B en quelque sorte, ou des alternatives à ce qui a été dit. Et c'est d'ailleurs ce qui a motivé cette réunion dans l'urgence, avec frénésie d'ailleurs d'Emmanuel Macron, avec seulement une partie de l'Union européenne, et on voit que d'ailleurs, et pas seulement l'Union européenne puisqu'il y avait les Britanniques, où il a choisi en réalité les plus bellicistes de tout le camp, donc ceux il n'a même pas tenu compte de ceux qui pourraient éventuellement s'opposer à ça. Il y a des propositions qui ont été faites dont on savait, les Américains depuis, d'ailleurs même sous Biden, les Américains ont déclaré qu'ils ne veulent pas mettre de troupes en Ukraine. Et que par conséquent, toutes les initiatives, et c'est déjà l'année passée lorsque Emmanuel Macron avait évoqué la possibilité d'envoyer des troupes, c'était en février, il y a une année, il avait proposé d'envoyer des troupes en Ukraine, les Américains avaient dit, si vous y allez, c'est à vos risques et périls, parce que nous n'interviendrons pas. L'article 5 ne s'applique pas. Voilà. Et aujourd'hui, on a Emmanuel Macron qui revient exactement avec la même proposition, qui revient exactement avec le même plan. Alors peut-être un peu plus de soldats, un peu moins, peut-être c'est les Britanniques au lieu d'être les Allemands, etc. Mais toujours est-il que c'est le même plan. Et les Américains disent exactement la même chose. Pete Hegseth a dit exactement la même chose. Il a dit, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais nous, on n'intervient pas. Pour nous, c'est pas un cas d'article 5. Et à la réunion de Paris, d'ailleurs, Scholz est ressorti furieux parce que les Allemands ont dit qu'ils ne voulaient pas mettre de troupes en Ukraine, en tout cas pas officiellement, parce que évidemment, il y a évidemment les Annalena Baerbock qui peuvent avoir des visions un peu plus à la fois hystériques et différentes, mais en gros, on voit bien que l'Union européenne est dans une sorte de combat d'arrière-garde avec Emmanuel Macron qui essaie de se profiler dans cette affaire alors que finalement il essaye de mener un combat qui est perdu d'avance parce que les Américains ne veulent pas d'une solution comme ça. Et ce qui est aussi étonnant dans cette affaire, c'est que les Européens, et ça on l'a déjà dit à plusieurs reprises d'ailleurs sur votre chaîne également, que les Européens n'ont jamais dit ce qu'ils voulaient atteindre en soutenant l'Ukraine. Alors oui, on parle de la victoire de l'Ukraine, etc., mais tout le monde voit bien que cette idée de victoire de l'Ukraine, c'est une vision de l'esprit. On ne sait pas comment elle se matérialiserait. Qu'est-ce qui définit la notion de victoire? Qu'est-ce qui nous ferait penser que la Russie est défaite, par exemple? Quelle est la définition de la défaite pour la Russie? On ne sait même pas ça. Donc, on est sur une politique déclaratoire, sur des narratifs, et on a l'impression, mais c'est aussi très macronien dans certains sens, on se gargarise du narratif qu'on a, mais il n'y a aucun plan concret qui ressort de ça. Mais alors justement, les Américains, ils sont agacés de ça. Pardon, oui.
Non, mais justement, Jacques Beau, vous le décrivez, effectivement, on peut se demander, et d'ailleurs, la vraie question, celle que vous avez posée, vous dites, comment il se fait que les Européens, sachant depuis un an les intentions de Trump, et évidemment, dès le 20 novembre, ils auraient pu, effectivement, essayer de concocter, que vous dites, une contre-proposition, ou au moins une proposition. Mais ce qui est quand même pire, et d'ailleurs, vous avez vu que Trump va jusqu'à dire, et excepte son secrétaire d'État à la Défense, son ministre de la Défense et Rubio, il dit mais écoutez, la reconstruction de l'Ukraine, ben, c'est vous qui la payerez. Et quand il parle à Zelensky, il dit attention, moi j'ai donné 100 milliards et plus, et je voudrais vos terres rares, sauf que les terres rares sont en Donbass, hein, le fameux minerai de sous-sol. Mais je voudrais revenir à cela. Est-ce que ça marque aussi au commencement de la fin, en tout cas de la guerre, est-ce que ça ne marque pas quand même aussi une espèce de, je ne dirais pas d'effondrement, n'exagérons rien, mais qu'est-ce que c'est que cette Union européenne ? Quel rôle elle joue et quel rôle elle peut jouer? Parce que là, on sent de façon, je dirais presque physique, une certaine impuissance, sinon une impuissance certaine. C'est-à-dire depuis le début du conflit, et pas seulement celui-ci d'ailleurs, parce que on voit dans d'autres conflits, même d'ailleurs le conflit avec la Chine ou le conflit en Palestine par exemple, oui. La diplomatie européenne est totalement absente. Oui. Elle est totalement absente. Elle était absente avec Josep Borrell, avec Kaja Kallas, c'est encore pire parce que Borrell était moins sot qu'elle, disons. Voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Oui. Et on a une diplomatie qui est aux abonnés absents, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu l'idée même qu'à un moment donné, parce qu'on sait que quelle que soit la situation, quelles que soient les inimitiés ou amitiés qu'on puisse avoir pour l'un et l'autre des parties au conflit, on doit bien se rendre compte qu'à un moment donné, ce conflit devra se terminer. Et qu'à un moment donné, il faudra, d'une manière ou d'une autre, renouer une forme de dialogue, ne serait-ce que pour discuter les conditions de la défaite de la Russie, par exemple. Oui, on discute pas qu'avec ses alliés, bien sûr. Bien entendu, la diplomatie, elle est précisément là pour arrondir les angles et pour discuter avec vos adversaires. C'est précisément pour essayer de ramener sur le terrain Jacques commun. Beau, alors quid de l'Europe, franchement? Quid de cette Union européenne aujourd'hui? Parce que là, elle vient de donner quand même une manifestation éclatante du fait qu'elle est hors jeu. Alors pour le moment, je dis pas, aucune situation n'est définitive, mais c'est quand même assez préoccupant, non? On est en train d'enfoncer des portes ouvertes, on l'a répété 50 fois, les sanctions qui ont été prises par l'Union européenne. Et je rappelle qu'au tout début, les sanctions, on a commencé à aborder la question des sanctions en 2021. Alors qu'il y avait cette montée en puissance de part et d'autre, et il y avait déjà le narratif que la Russie voulait attaquer l'Ukraine, et donc on a déjà échafaudé un certain nombre d'options pour des sanctions. Et à ce moment-là, les Américains étaient venus pour dire aux Européens, parce que les Européens voulaient sanctionner les produits pétroliers, etc. Ce sont les Américains qui ont dit non, ne sanctionnez pas les produits pétroliers. Vous allez vous tirer une balle dans le pied. Et les Américains ont freiné au début, après ils ont dit après allez-y, c'est un peu votre affaire, ils ont laissé faire ça, mais au début les Américains étaient contre. Et la même chose pour SWIFT. SWIFT, c'est les Américains le gel des avoirs russes. Le gel des avoirs russes, oui. Le gel des avoirs russes, c'est autre chose. Ça, c'est un autre... Ah oui, vous parlez du SWIFT, des transactions. Oui. Vous parlez des transactions. Oui, transactions, oui, d'accord. Le système de gestion des transactions interbancaires. Et par conséquent, les Américains étaient beaucoup plus prudents que les Européens. Par conséquent, on voit que les Européens sont laissés emporter par une rhétorique à la fois belliciste, mais aussi irréfléchie. On voit bien que ce qui a dominé la politique étrangère de l'Union européenne ces 3 dernières années, on pourrait même dire ces 4 dernières années, et je pourrais même l'étendre jusqu'à 2014, à vrai dire, c'est cette idée que la Russie est opposée à l'Union européenne et que l'Union européenne est donc opposée à la Russie. Je rappelle qu'en 2013, lorsqu'il y a eu les négociations entre l'Ukraine et
l'Union européenne, ce qui a d'ailleurs qui était un des éléments déclencheurs de Maïdan, ce sont les Européens qui ont refusé que l'Ukraine garde des liens avec la Russie. La Russie avait proposé que l'Ukraine puisse entrer dans avec l'Union européenne, mais qu'ils voulaient conserver évidemment les liens qu'ils avaient historiquement et techniques aussi d'ailleurs avec l'Ukraine. Et c'est Manuel José Barroso qui a dit non. Ils ont dit à l'Ukraine non. Vous ne gardez aucun lien avec la Russie. Voilà. C'est soit vous coupez tout, soit vous n'êtes pas avec nous. Ouais. Et les Russes n'ont jamais été opposés à l'entrée ou du rapprochement. Ils ne le sont toujours pas d'ailleurs. Ils ne le sont toujours pas. Ils ne le sont toujours pas d'ailleurs. Ils l'ont dit encore. Ils l'ont encore dit hier. Ils ont dit si l'Ukraine veut se rapprocher de l'Union européenne, c'est pas un problème. Le problème c'était l'OTAN. Mais ça n'est pas l'Union européenne et ça ne l'a jamais été d'ailleurs. Donc, oui, pardon. L'Union européenne, si vous voulez, n'a jamais réussi à sortir de son narratif et de l'influence, parce qu'il faut dire aussi, c'est pas pour rien d'ailleurs que Kaja Kallas, qui est pratiquement représentante, qui était ancienne ministre d'un des plus petits pays de l'Union européenne, l'Estonie, qui doit faire 1,5 million d'habitants à peu près. Et elle est aujourd'hui ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne. Donc on voit très bien que l'influence de ces pays qui sont fortement anti-russes dans une politique étrangère qui, normalement, devrait être dominée déjà par ceux qui payent l'Union européenne, parce qu'il y a des pays payeurs comme la France, l'Allemagne, l'Italie, qui sont les pays qui payent, puis il y a des pays qui reçoivent l'argent. Et c'est pratiquement les pays de ce que Donald Rumsfeld appelait la Nouvelle Europe, c'est-à-dire les pays de l'Est, notamment les pays baltes. Donc on a une incohérence ici. On voit bien que l'Union européenne s'est engagée dans une politique étrangère qui cherche à écarter tout dialogue avec la Russie. Et aujourd'hui, la réalité vient au contact du narratif et on voit qu'on est pris de court. Et la réalité enfonce le narratif et on voit bien pourquoi votre fille est muette, comme disait Molière, et votre Europe est absente, comme on le constate aujourd'hui. Merci Jacques Beau, on continuera d'en parler bientôt. Et lisez les livres de Jacques Beau, encore une fois, aux éditions Max Milo. Alors que la guerre en Ukraine entre dans sa 3e année, un tournant semble s'amorcer avec la reprise des discussions entre les États-Unis et la Russie. Ce rapprochement diplomatique marque un changement stratégique, notamment sous l'influence d'un repositionnement américain axé sur la Chine. D'une part, l'Europe, elle, peine à peser dans les négociations et apparaît de plus en plus effacée. Face à cette nouvelle donne, plusieurs questions se posent. L'Ukraine pourra-t-elle encore compter sur un soutien massif? Quels sont les véritables enjeux de cette guerre pour les grandes puissances? Laissez-nous vos avis dans les commentaires et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur les sujets politiques qui font débat. À tout de suite.